Je voulais dire un mot aussi sur les études de cas qui m'est arrivé de faire tout au long de ma carrière, disons. Et j'ai dit tout à l'heure que l'association de la démarche ethnographique et clinique a été une des caractéristiques majeures de nos travaux à Dakar. Et ça, je l'ai retenu aussi pour plus tard. C'est-à-dire que, en clair, celui qui étudiait, qui se mettrait dans la tête d'étudier ce qu'on appelait autrefois les systèmes médicaux africains, sans observer in vivo ce qui se passe chez les malades, c'est-à-dire celui qui étudierait la causalité a priori seulement et pas celle d'a posteriori, ben, se tromperait très lourdement. Et dans mes travaux, ce point de vue s'est affirmé très très tôt. Donc j'ai toujours fait des études de cas et des analyses et que j'ai suivi chez les guérisseurs des malades. Parce que sinon on finirait comme ce que dit Foucault, des médecins de l'Ancien Régime, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui décrivait comme ça les catégories mentales des médecins en question, des catégories de maladies, sans jamais se référer aux malades qui étaient même pas là. C'était une théorie spéculative jusqu'au début du 19e pratiquement. Alors, qu'est-ce que le mot clinique désigne dans mes travaux? Deux choses assez distinctes. D'une part, des ensembles d'entretiens réalisés dans une situation thérapeutique, où c'est la demande de guérison du malade et de ses proches qui structure les entretiens. Ça, c'est un point. Et d'autre part, j'ai fait aussi des études de cas courantes en ethnologie, où c'est la demande d'information, même retenue du chercheur, qui s'interpose sur la voie de la restitution de l'expérience. Alors, j'en parle parce que c'était une question méthodologique, à mon avis, un peu faussée, qu'on avait même écrit dans différents articles à Dakar Femmes, parce que la doctrine, à l'époque un peu lacanienne, de nos amis psychanalystes, les Ortigue en l'occurrence, c'était que jamais il ne faut mélanger demande d'information avec un entretien psychanalytique où c'est la demande des patients qui compte, et que toute demande d'information fausserait la relation avec le transfert, la relation avec le patient. Et du coup, à l'époque, j'ai eu la maladresse même d'écrire avec les Ortigue. Nous avons écrit ensemble un article là-dessus et que je défendais ce point de vue méthodologique, auquel pourtant je ne croyais peut-être pas tellement même au début, et en tout cas je n'y crois plus du tout. Parce que, en fait, aussi vertueux qu'il soit, un psychanalyste ne peut pas s'empêcher dans ces genres de situations de s'intéresser de façon particulière à telle ou telle chose que le malade lui raconte, parce que ce thérapeute ne connaît pas le contexte ethnologique, psychologique, et si malade en question lui dit, ben voilà, j'ai subi une attaque, mettons, je prends l'histoire du type qui déambule, j'ai subi un nautal forcé, que le psychanalyste ne va pas se taire, mais va demander ce que c'est le nautal. Et inversement, nous autres ethnologues de terrain qui ne consultions pas, généralement pas à l'hôpital, quand on fait des entretiens cliniques avec
quelqu'un comme moi, avec tant de personnes, en particulier Radifal, mais là c'était une prêtresse d'Endup, je n'avais pas simplement une relation de demande d'information, ça ne fait même pas une relation. Radifal elle-même, elle était une de... je vais en reparler à l'instant. C'était une prêtresse du culte de possession Wolof, avec qui j'ai passé environ 2 ans pour faire des entretiens sur sa vie. C'est une vaste autobiographie que j'ai d'abord publiée dans l'Homme, et puis ensuite Vincent Crapanzano a repris cet article de l'Homme qu'il a publié dans Case Studies in Spirit Possession, un bouquin qu'on utilise dans toutes les universités américaines. Et bon, là, j'ai restitué le contenu de nos entretiens avec Radifal. Et la même Radifal, il faut bien dire que, je ne sais pas si je dis ça dans l'article, mais elle aussi était cardiaque. Et elle avait une très forte demande dans ma direction, puisque je venais de l'hôpital. Donc, je me suis arrangé pour la faire hospitaliser à tel ou tel moment. Donc, notre relation ne se réduisait pas à une demande d'information de ma part. Donc, ce genre de principe méthodologique, c'est gentil, l'orthodoxie méthodologique, mais souvent, elle s'accommode très mal avec la réalité de notre pratique. Donc, j'ai pratiqué ça aussi, c'est-à-dire des entretiens comme avec Radifal, prolongés et qui mélangeaient forcément la relation personnelle avec la demande d'information. J'ajoute encore que, pour qui ce serait intéressant, que tout cela, toute cette affaire de demande d'information, etc., a été renforcée ou déclenchée, peut-être, je ne me souviens plus, pratiquement par le travail de 2 psychanalystes suisses, Parin et Morgenthaler, qui sont allés chez les Dogons faire ce qu'ils appellent des entretiens psychanalytiques. C'est publié dans un volume qui s'intitule « Les Blancs pensent trop ». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Parin et Morgenthaler, ils ont fait venir des Dogons et ils les ont payés 200 francs l'entretien. Et forcément, il y avait des Dogons pour les autres, parce que les Dogons sont pauvres, aussi prestigieux qu'ils soient. Ils sont pauvres et ils sont venus aux entretiens. Et Madame Ortigue a forcément critiqué vivement cette démarche qui est fausse complètement selon elle. Et c'est vrai, la relation de transfert et la relation analytique. Donc notre affaire méthodologique a commencé avec Parin et Morgenthaler, ou en tout cas a été renforcée par elle. Alors, tous mes travaux sénégalais ou ivoiriens, ou même après certains travaux à Mundang, bien sûr, associent les descriptions ethnographiques et les études de cas. Alors, je crois que j'ai intégré une vingtaine d'études de cas dans ma thèse sur l'ethnopsychiatrie Wolof. Je n'ai pas encore publié ce livre-là. Il y a longtemps que je l'ai fini. Et j'hésite sur l'intitulé, parce que j'ai eu plusieurs demandes de publication. J'hésite à l'intituler parce que ethnopsychiatrie Wolof, si j'intitulais même en sous-titre comme ça, ce serait inexact. Ce n'est pas une psychiatrie que je décris. Il y a une assez grande gêne là pour le titre. Alors probablement, je vais trouver un autre.
Alors, c'est la même chose pour mon ouvrage là, sur prophétisme et thérapeutique, là, sur l'ouvrage collectif, où l'essentiel des textes, en tout cas en quantité, ce n'est pas du tout la petite analyse que j'ai résumée tout à l'heure sur culpabilité, responsabilité, structure transitionnelle, ce que j'avais dit tout à l'heure au propos de la confession diabolique d'Acho. L'essentiel, c'est une demi-douzaine de cas que je présente en détail, dont le fameux Barthélemy, chauffeur de poids lourd, qui a tant souffert de la persécution désocialisée, ou un autre cas, celui de Joséphine, qui était justement cardiaque chronique et qui n'arrivait jamais à finir sa confession de sorcellerie, parce que pour la bonne raison qu'elle n'a jamais guéri. Donc il fallait qu'elle continue à chercher ses propres victimes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a aussi d'autres petites études de cas, dont le cas d'un jeune, je crois, on dirait en terminologie psychiatrique, un jeune phobique, oui, qui souffrait d'un... Comment c'était qui s'est fait imposer un interdit totémique dans sa propre... C'était quelqu'un d'origine gourou, la société dont s'est occupée à l'époque Ariane Deleuze, qui va. Mais ce n'est pas elle qui m'a envoyé ce malade. Je l'ai trouvé à... Je crois que c'était à Bregbo ou à... Enfin, peu importe, à Benjerville, je pense. Et là, dans ce cas-là, c'était une bonne illustration. On lui a imposé un interdit animal, qu'il respectait d'ailleurs. Il, si on peut dire, là, un peu guéri par la suite de cette imposition d'interdit. Et ensuite, le problème était que ça se réactivait périodiquement. Son trouble lié désormais à cet interdit. Alors j'ai publié ce cas en particulier pour illustrer ma conception de ce qu'on pourrait appeler la patho-histoire d'un groupe et d'un individu. Parce que chez les gourous, comme chez les sénoufos, quand j'ai un trouble, le devin, il va tout de suite chercher le trouble de qui, de quoi je réactive, parce qu'il était déjà inscrit dans mes ascendants quelque part. Ça peut être, ce que je disais tout à l'heure, que la notion de maladie, c'est quand même très problématique, puisque je peux partager les maladies de mon arrière-grand-père, etc. Donc ce cas illustre ce type de problème. Alors il y a bien sûr l'histoire de Khadifal, cette prêtresse Wolof que j'ai suivie pendant 2 ans, et je pense que c'est dans cette étude de cas que j'ai fait ma tentative peut-être la plus élaborée pour décrire les modes de passage de l'événement à la structure, du symptôme au sacrifice, c'est même dans le sous-titre de cet article, et de l'expérience ou destin, disons. Ensuite, cet article que Crapanzano donc a republié en anglais, il a été aussi commenté par un psychanalyste qui s'appelait Maud Manoni, toute une réinterprétation. Il paraît que mon interprétation n'était pas la bonne. Elle a tout réinterprété, pourtant c'est un cas... Moi, je n'oserais pas me lancer dans pareille chose, parce que
connaissais pas du tout Adifal ni les Wolofs, mais bon, ça se faisait à l'époque. Alors au sujet de ce que les Anglais, les Américains appelleraient des extended case studies, Adifal c'est un peu ça. Quelques mots encore. Alors, premièrement, à l'époque, ce n'est pas un entretien sur l'époque, je crois, mais enfin, il faut noter qu'à l'époque, on était encore beaucoup sous l'influence de l'école culture et personnalité. Bon, c'était encore assez prégnant. Et Cordinaire, Ruth Benedict et les autres, il y a un présupposé, jamais dit, mais le présupposé, c'est qu'il existe un individu générique qui est en quelque sorte le représentant de son ethnie, mettons Dogon, Wolof, Mundang, Sénoufou, le on, l'individu qui... Et avec Hadifal, j'ai voulu aussi un peu briser cette fiction, parce que Hadifal n'était absolument pas représentant d'un individu Wolof générique. Ce n'est pas un on, c'est Hadifal qui a eu son propre histoire. Et alors, Hadi, juste 3 mots là-dessus. Elle habitait un quartier très pauvre de Dakar qui s'appelle Koloban, qui est toujours aussi, enfin peut-être un peu moins pauvre maintenant, je l'ai revu là. En tout cas, beaucoup plus encombrée maintenant qu'elle n'était. C'est extraordinaire la croissance démographique de l'Afrique, c'est hallucinant. À Dakar en particulier, Dakar qui est une presqu'île, donc on ne peut pas étendre. Les rues sont devenues maintenant, je ne sais pas, des corsos. Il n'y a que des gens, surtout des jeunes, bien sûr. Bon, enfin bref. Alors donc, Hadi, elle habitait là, dans ce quartier, et son mari, Mamadou Diop, était également guérisseur. Et c'est avec lui que j'ai observé toutes ces techniques de comment monter l'énergie vitale de la victime dans son foie. Alors, en quelque sorte, sa femme, Hadifal, était spécialiste de la descente durable du corps, et lui, il était spécialiste de la remontée du shit dans le corps. Et bon, ils s'entendaient assez bien. Alors, ce qui m'a un peu fasciné chez elle, c'est, vous savez, dans la possession, on a observé dans le monde, surtout en Afrique, des choses très variées. Hadifal, ce qui m'a fasciné à l'époque, mais je connaissais encore mal la possession à Madagascar, par exemple, ou au Mayotte. Hadifal, elle avait très exactement 14 rabes différents qu'elle a hérités, enfin qui se sont actualisés au fur et à mesure de sa vie, soit du côté maternel, soit du côté paternel, et qui se sont actualisés, ça c'est encore normal, mais qui se sont actualisés à propos de troubles importants dans sa vie, en particulier ces problèmes de fécondité. C'était stérile. Et il y a eu plusieurs tentatives, et chaque fois, il y avait des rabes qui sont intervenus. Enfin, bon. Ces désordres de la fécondité, c'était important et très lié à l'intervention des esprits ancestraux dans sa vie. Et les 10 esprits ancestraux donc, venaient des deux côtés, paternel et maternel, et on pouvait qualifier chaque esprit comme à l'époque on utilisait cette terminologie, comme un signifiant d'alliance ou de filiation. En l'occurrence, mon alliance côté maternel, filiation côté paternel, encore que c'est plus compliqué que ça.
Et alors, j'ai présenté toute l'histoire de sa vie, un peu en montrant la progression de l'apparition de ces différentes rabes. Maintenant, parmi les rabes en question, je ne vais pas les énumérer parce que vraiment, il y en avait 14 au moins, il y avait en quelque sorte des esprits fonctionnels. J'entends par là qu'il lui servait au moment des rites de possession. Par exemple, elle avait un rab griot. Les griots sont des généalogistes sénégal et qui quémandent. Alors, quand elle était possédée par ce rab, pendant les cérémonies, forcément, elle demandait aussi de l'argent. C'était un rab assez pratique et qui n'avait rien à voir avec sa généalogie. Elle avait un rab européen aussi, qui s'appelait... comment il s'appelait Ardo Stelpel Alamdou. C'est un peu arabe comme consonance. Enfin bon, il s'appelait comme ça et c'était un capitaine de bateau et qui a entré dans sa vie à un moment donné qui avait rapport au blanc, mais qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas structurellement intégré dans la série des autres arabes qu'elle a hérité côté paternel, maternel. Bref, j'ai analysé tout cela dans ce récit de vie, surtout, comme je disais, le titre de l'article, c'était « Du symptôme au sacrifice », comment chaque fois un symptôme aboutissait à un sacrifice, à un rab X, et comment tout cela s'organisait en structure. J'aime toujours bien cette étude de cas, quoique j'étais un peu influencé, c'était la grande époque de Jacques Lacan. Et Edmond Ortigue, en tout cas, était lacanien. Alors on a beaucoup discuté de ce cas aussi. Je crois que j'ai abusé un peu de la notion de signifiant lacanien. Vous voyez ce que je veux dire que je ne ferai plus mon analyse comme ça maintenant. À part ça, l'étude de cas tient toujours la route et elle est enseignée dans les universités américaines aussi, grâce à Craponzano. Qu'est-ce que j'avais à dire encore oui, l'histoire méthodologique, on en a déjà parlé. Que le thérapeute est obligé de demander des informations dans une situation. C'est le même problème, et encore plus chez les cliniciens qui travaillent en Europe ou au Canada, je suppose, qui ont des patients provenant de tel ou tel milieu culturel, social, migrants, etc., et qui ne peuvent pas ne pas demander des informations parce que l'individu en question est généralement accompagné d'un médiateur culturel, c'est-à-dire quelqu'un de la société du patient, qui explique peut-être un peu au thérapeute ce qu'il en est de telle ou telle notion dans la société de ce patient. Cela dit, régulièrement, le thérapeute va demander des informations et il ne peut pas faire autrement. C'est par retour à la question méthodologique dont j'avais parlé. Non, mais ça, c'est... Voilà, c'est... Oui, mais juste ajouter un petit mot sur Devreux, puisque en principe c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, en 61, j'avais deux références, Foucault et Devreux, ethnopsychiatrie Mouhave. Et ma différence avec Devreux, c'est surtout que
il a pris la nosographie psychiatrique comme point de départ et de la manière assez obsessionnelle qui le caractérisait, il cherchait à retrouver les équivalents chez les Mouraves. Schizophrénie, il a décrit des choses tout à fait intéressantes, mais à mon avis, enfin moi je n'ai pas adopté sa méthode parce que du coup ça me fermait toute une série de réalités sénégalaises que je tenais à étudier. C'est ça qui était notre différent. Je suis intervenu plusieurs fois à ces séminaires, je l'ai même invité à Dakar pour le premier congrès panafricain de psychiatrie, mais malheureusement il était un peu trop occupé de ses propres idées et problèmes. Fan Dakar, ça l'intéressait modérément, il voulait tracer sa route. Et bon, par la suite, je dois même ajouter qu'avec Toby Nathan, nous étions les seuls qui avons assisté à son enterrement quand il est décédé, parce qu'il n'y avait personne de sa famille. Puis après, on a dispersé ses cendres. Son souhait, c'était qu'on disperse ses cendres au-dessus de la réserve Mohave aux États-Unis. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Par la suite, bon, c'était petite à côté.